La crise anglophone, la Covid-19 ou encore les élections régionales, cette année 2020 a été une année riche en actualité politique. Qu'en pense la diaspora? Vous êtes sur Regard Extérieur, bienvenue. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission de Regard Extérieur. Nous avons choisi de faire un bilan de l'année 2020, un bilan politique vu par les forces politiques de la diaspora. En plateau, des têtes que vous connaissez déjà, d'abord à ma droite, Paul-Éric Emery, je rappelle que vous êtes membre actif du RDPC, section France-Nord, bienvenue. Merci à vous et merci et bonjour à tout l'ensemble de vos téléspectateurs. Merci encore de votre présence. Et puis Moïse Esso, je rappelle que vous aussi, vous êtes très souvent un habitué de notre plateau et vous représentez l'UPC Manidem. Bienvenue. Bienvenue et merci pour l'invitation, Madame Oriot, et je salue également tous les téléspectateurs. Très bien. Et mon copanéliste. Ok. Moi de même. Alors, c'est bien de commencer par les salutations, mais si vous êtes là, c'est aussi parce que vous avez des points de vue diamétralement opposés. Pour commencer par énoncer les faits de cette émission, nous parlerons de la crise, évidemment, qui mine, la crise dite anglophone qui mine notre pays, et puis les marches et les mobilisations, mais nous reviendrons également sur les élections régionales qui ont eu lieu il y a quelques jours, et puis enfin dans ce contexte de crise sanitaire mondiale, qu'est-ce qu'on peut espérer pour le Cameroun? Je vais commencer par vous, Paul-Éric. Quel est le bilan, quels sont les faits marquants, selon vous, pour cette année, de positif comme de négatif pour le Cameroun? Merci de me poser cette question. Vous savez, le bilan va être assez compliqué à faire, parce que, vous savez, au plan bilanciel, on a l'actif, on a le passif. Mais s'il ne fallait que retenir quelques éléments vraiment significatifs pour cette année 2020, on va dire que nous sommes là sur le parachèvement de quelque chose qui était très attendu, c'est-à-dire la décentralisation au niveau du Cameroun. Et ce 6 décembre, nous avons effectivement, il y a eu les élections qui ont permis maintenant de mettre en place les premiers conseils régionaux. Et je pense qu'il y a lieu de s'en féliciter ici, puisque c'était une forte demande de l'ensemble des acteurs politiques. Donc là, à partir de ce moment, vous savez qu'on a l'État unitaire décentralisé qui est positionné. Bientôt, on aura les conseils régionaux qui seront là, qui auront à leur charge un certain nombre de questions au niveau régional. Et nous avons aussi les communes. Naturellement, les aspects de l'État restent en place, que ce soit le pouvoir judiciaire, que le législatif, etc., etc. Donc là, nous avons parfait la démocratie telle que vue par le texte fondamental, je rappelle la Constitution qui a été remaniée en 1996. Bon, je pense que comme élément positif, c'est vraiment ça qu'il faut souligner aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a réussi à mettre enfin en place l'ensemble des institutions qui étaient demandées par nos concitoyens. Et je pense que maintenant, il s'agit maintenant de les animer au plus près du terrain. Je pense que je vais commencer par là. Très bien. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est la dernière partie, on abordera les élections régionales. Donc, oui, on en dira un mot. L'aboutissement de la décentralisation, comme vous le dites, on l'abordera. D'accord, le fait majeur de cette année. Très bien. Moïse Esso? Pour ce qui me concerne, le bilan est très largement négatif sur la situation du peuple camerounais, parce que c'est de ça qu'il s'agit en réalité. Nous ne sommes là que pour représenter les intérêts du peuple camerounais et des peuples africains en général. Donc c'est négatif d'abord parce qu'il y a eu une recrudescence des violations flagrantes des droits humains et des droits politiques. On n'a jamais vu ça, qu'on attrape un opposant politique, on l'enferme pendant un certain nombre de semaines et on le relibère comme si de rien n'était. Vous parlez d'eux notamment le président du MRC. Maurice Kamto. C'est ça, oui. Et par exemple aussi, il y a pour Stand Up for Cameroun, dont je suis également membre, puisque nous sommes dans une plateforme du PC Manidem et dans une plateforme avec d'autres partis politiques, des militants de Stand Up, des jeunes gens, bien avant la fameuse marche du 22, ont quand même été arrêtés et sont toujours en prison pour un oui, pour un non. Donc il y a comme ça des exemples à n'en plus vouloir. Il y a également comme fait négatif, comme malheureusement au Cameroun, c'est l'accentuation de la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest et surtout la recrudescence aujourd'hui, mais ça existait déjà depuis, de la médiatisation de drames ignobles comme celui de Kumba, encore récemment, Garbo et d'autres. Donc c'est pour dire que vraiment, on ne peut pas trouver positif ce qui se passe au Cameroun. Je ne parle pas de la non-gouvernance totale de la crise sanitaire
le gouvernement n'a vraiment rien fait. Les gens se sont pris en charge eux-mêmes. Il n'y aurait pas eu de gouvernement, rien n'aurait été différent. Cependant, ce qui est quand même positif, c'est que les populations se mobilisent. Et que la mobilisation populaire et la résistance contre ce régime commencent à prendre comme une mayonnaise. C'est-à-dire que les gens ont de moins en moins peur. Et je pense que dans cet esprit, les forces politiques au niveau du Cameroun cherchent des rapprochements. Et par exemple, l'idée de la transition politique que nous prônons, qui est en fait de pouvoir balayer ce système et ce régime, mais par les forces populaires elles-mêmes, et de le remplacer par un autre système. Cette idée est en train de faire son chemin. Il y a eu des regroupements comme le C3, qui est un regroupement qui a été initié, entre autres, pas seulement par lui, mais c'est la figure de proue, c'est Diokan Tchameni, mais il y a en même temps des groupes comme celui de Stand Up, qui existe depuis 2016, et nous avons eu récemment encore le soutien d'un chef traditionnel comme le faux Sokudjou, donc Rameau, qui est quelqu'un qui compte dans l'histoire du Cameroun, en résistance, si on peut ainsi dire. Et donc, voilà, je pense que ce qui est positif, c'est que les populations commencent à se rendre compte que ça ne viendra que d'elles-mêmes et de personne d'autre. Et ça, c'est vraiment positif. Très bien. Paul, vous voulez peut-être réagir? Naturellement, je ne partage pas ce point de vue, parce que quand M. Esso nous dit que Maurice Kamto a été arrêté, depuis quand il a été arrêté? Donc vous voyez là, c'est une contre-vérité. Ce monsieur n'a jamais été arrêté. Donc ça, il faudrait que vous reveniez là-dessus, parce que ça, c'était vraiment une contre-vérité. Maintenant, au niveau des utopies, parce que tout ce qui vient de citer, c'est vraiment, tout ça relève de l'utopie, parce que sur le terrain, il n'y a aucun ancrage de toutes ces associations ou alors de toutes ces organisations dont il parle. Il n'y a aucun ancrage, aucun impact, rien du tout. Donc, s'agissant donc de cette crise au Nozo, je pense qu'on va revenir largement là-dessus. Bien sûr. Là encore, le trait qu'il propose n'est pas exact, vu qu'aujourd'hui on parle plutôt d'accalmie. D'accalmie, vu que la rentrée scolaire est quelque chose d'effectif dans ces deux régions, nord-ouest et sud-ouest, ce qui n'avait pas été le cas l'année dernière et l'année d'avant. Donc aujourd'hui, on assiste à un retour des enfants à l'école. C'est un peu timide, mais c'est là. Donc c'est pour dire qu'il y a une avancée significative sur le terrain et que les élections régionales dont on parlait vont venir parachever un certain nombre de choses qui vont permettre à ces deux régions qui, semble-t-il, avaient besoin de plus d'autonomie au plan local, et ce qui sera manifeste après la mise en place de ces élections régionales, parce qu'il est question d'un statut particulier mis en place, qui est d'ailleurs inscrit dans la Constitution, tout le monde le sait. Et je pense qu'il y a des institutions comme la House of Chiefs qui vont être mises en place, et puis je pense que la mayonnaise va prendre au fur et à mesure. Je pense que sur le plan de ces deux régions, on s'achemine vers le bout du tunnel, je pense. Je suis contre. Alors d'abord sur le fait que Maurice Kamto n'a pas été arrêté, c'est une contre-vérité. Non, qu'est-ce que je viens de dire? J'ai dit, et je pense que les téléspectateurs sont là, ils nous écoutent, j'ai dit on encercle. Vous avez dit arrêter, c'est pour ça que je suis revenu dessus. De toute façon, ils vont écouter. Si j'ai dit arrêter, ils font rebobiner et puis ils écoutent. Oui, donc, j'ai dit on encercle. Voilà, vous leader, et puis le lendemain, il disparaissent. Et il est privé de liberté. Parce que quand on l'encercle, quand il veut sortir, on l'empêche. La force de l'ordre, enfin, je ne sais pas si c'est de l'ordre à ce niveau-là, la force du régime l'empêche de sortir, filtre les entrées et les sorties. Donc, on ne va pas faire épiloguer là-dessus. Tout le monde a compris que... Monsieur Esso, il faut dire pourquoi il y avait cet état de fait. Tout le monde a il faut le rappeler. Il y a une justice. Tout le monde a compris que il y avait, c'était, je dirais, un entravement politique. Et ce n'est pas le seul. Je peux dire aussi une chose, si M. Emery ne veut pas, accepte d'assumer, n'est-ce pas, les actes du parti qu'il défend, c'est que ce n'est pas le seul. L'UPC Manidem que je représente aujourd'hui a gagné 2 fois, parce que nous ne sommes toujours pas légalisés officiellement. On nous connaît, tout le monde sait que nous existons, on connaît notre siège, on nous invite, nous sommes actifs depuis 1948, mais au Cameroun aujourd'hui, l'UPC dite des fidèles, qui est devenue UPC Manidem, n'est toujours pas légalisée, alors qu'il y a une décision de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples et 2 décisions de la Cour suprême camerounaise qui ont enjoint l'autorité exécutive, le ministre de l'Intérieur, de nous légaliser. Et nous avons, après avoir saisi la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, eu raison. C'est une décision qui est consultable sur Internet. Cette même commission, d'ailleurs, que Maurice Kamto avait saisie pour les élections, mais qui n'a pas abouti, nous, ça a abouti. Et depuis 2016, le régime camerounais, les ministres de l'Intérieur nous répondent, on en a rencontré
des collaborateurs et certains des ministres même, nous disent que ça se traite à Itoudi. Depuis quand le dossier de légalisation d'un parti politique se traite à la présidence? C'est vous dire que si l'UPC Manidem n'est pas légal malgré son existence depuis 1948, et on a accepté même de se faire relégaliser en 92, mais malgré ça, ce n'est pas le cas, c'est pas M. Maurice Kamto que de manière tout à fait, arbitraire, on ne va pas enfermer. Et il y a d'autres prisonniers politiques. Vous revenez dessus, enfermés. Enfermés. On l'a enfermé la fois passée, écoutez, comme mon camarade Jules Anama, le jeune qui était allé à la poste centrale et qui avait fait juste une petite vidéo de 4-5 minutes. Ils ont fait 6 mois en prison sans chef d'accusation. Ils sont entrés, ils sont sortis. Il n'y a pas eu de jugement et il n'y a même pas eu d'acte de dé. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les droits humains. Au lendemain, nous sommes le 11 aujourd'hui. Hier, on fêtait la journée internationale des droits humains. Je pense qu'au Cameroun, c'est la journée internationale, c'est la journée nationale des violations humaines. D'accord. Ça, c'est clair. Écoutez, très bien. Allez-y, vous pouvez répondre. Vous savez, M. Esso nous fait état... Je vous fais cadeau de la décision de la commission. J'en ai pas besoin, nous savons lire et nous avons aussi Internet. Donc voilà, donc c'est pas un problème qui nous concerne. Comme ça, vous savez, dites à vos amis qu'on ne va pas... N'ayez pas peur de l'UPC Manidem ni de l'opposition. Légalisez-nous, ça ira mieux. D'un mot sur les UPC. Hein, parce que non, ici, vous n'avez pas les UPC, c'est un parti légal. Pluriel, il y a des UPC pluriels. Je pense qu'il faut déjà balayer à l'intérieur de votre maison pour savoir qui est qui. Parce qu'aucun Camerounais aujourd'hui n'est capable de dire avec précision qui relève vraiment de l'UPC et qui ne relève pas de l'UPC. Il peut en avoir 25, monsieur. Aujourd'hui, mais elles peuvent être légalisées chacune. Chacune peut tout à fait être légalisée. Ce n'est pas l'État qui décide à quel moment un parti peut se diviser ou pas. Est-ce que je vais pouvoir parler là? On le laisse juste finir. Allez-y. Non, vous êtes en train de faire de la diversion là. Je pense que vous avez pris ce problème avec passion, mais je pense qu'avec la passion, on ne résout rien. Donc il faut revenir à la normale, monsieur Esso. Donc au demeurant, sur le terrain, il y a un certain nombre de factions UPC qui sont légalisées. J'en prends pour exemple le Manidem que vous connaissez très bien. Et pourquoi pas la nôtre? Non, mais écoutez, moi, il ne m'appartient pas à moi de savoir ce qui se passe dans votre cuisine. Vous savez, c'est à vous de résoudre vos problèmes. Maintenant, si vous nous parlez là d'une décision qui a été prise au niveau africain, mais je pense qu'avant d'aller au niveau africain, vous pouvez saisir des juridictions au Cameroun. Je viens de dire que ça fait 2 fois. Il y a 2 arrêts de la Cour suprême. S'il vous plaît. 2 arrêts de la Cour. Non, vous n'écoutez pas. Moi, j'ai écouté. Non, si vous avez écouté, vous n'aurez pas dit. Non seulement je vous écoute et je vous entends, mais le problème que vous évoquez là n'est pas un problème nouveau. Donc voilà. Donc ça peut continuer comme ça. Non, mais ça veut dire que c'est à vous de balayer au sein de votre cuisine. Parce que dans le grand public, là, aujourd'hui, la plupart des Camerounais sont complètement trompés puisqu'on ne sait pas qui relève de l'UPC et qui ne relève pas de cette UPC. Vous me permettez de mettre donc c'est à vous, non, c'est on le laisse juste finir. Donc c'est à vous de régler vos problèmes en interne. Faites un congrès, je pense, hein, en général. Vous faites un congrès, je vous donne une piste, hein, vous faites un congrès unitaire et puis bon, vous voyez qui pourra défendre au mieux vos positions. Bon, ceci étant, c'est juste, c'était une petite anecdote au passage. Violation des droits politiques et des libertés d'association. Maintenant, aujourd'hui, on est venu ici pour faire un bilan au plan politique, mais vous nous proposez une chronique judiciaire. Je ne sais pas si on est dans le sujet. On est dans le sujet parce que nous parlons des droits politiques. Et les droits politiques au Cameroun en 2020... S'il vous plaît, moi, en même temps, je ne suis pas compétent, moi, pour discuter des décisions judiciaires. Moi, je ne sais pas, peut-être que vous le faites, mais nous, une fois que la justice a été rendue, on prend acte. On prend acte. Donc, une fois que la justice a été rendue, on prend acte. Tout simplement. Moi, je ne suis pas là pour commenter ces décisions-là. Non, moi, je ne vous commande pas. Je vous demande de l'appliquer. Maintenant aussi, dites à votre parti de l'appliquer. S'il vous plaît, quand on est en train de faire un bilan politique, peut-être même social ou économique, vous nous proposez en face une chronique judiciaire, je ne sais pas où on va là comme ça, tout simplement. Alors un mot peut-être sur la situation dans les régions justement nord-sud, comme il disait, en disant que c'est plutôt une accalmie, on peut observer une accalmie. Un mot peut-être là-dessus? Je pense que le mieux souvent, et c'est ça la différence entre les partis qui sont au pouvoir depuis très longtemps et qui sont sclérosés, qui ont des discours déjà bien entendus, qu'on rôde, et qui sont souvent des phrases et des... D'ailleurs, il y a... Vous parlez pour vous, vous ne parlez pas pour nous. Il y a un très beau sketch de quelqu'un que j'aime bien, qui est Dieudonné Balabala, qui reprend ce genre de formule dans un sketch sur le dictateur. Et ici, M. Emery nous sert ce genre de formule toute faite, qui n'ont rien à voir avec le terrain. Parlant du NOZO, le mieux, ce sont les populations.
lorsqu'on interroge les populations aujourd'hui, et nous à Stand Up for Cameroun, nous avons mené un certain nombre d'actions. Il y a même des femmes, surtout les femmes, on les mobilise dans le nord-ouest, un peu moins dans le sud-ouest parce que justement, le sud-ouest est très compliqué. Nous sommes allés à Kumba, après le massacre de Kumba, une délégation de stand-up dans laquelle participait Albert Motoudou, notre président, ainsi que Mme Kawala et d'autres, et aller voir les parents des enfants qui ont été malheureusement massacrés, et ont fait des gestes de solidarité, et sont allés sur le terrain. Lorsque vous allez sur le terrain, vous vous rendez compte qu'en effet, les zones où l'armée camerounaise a pris le contrôle, forcément, sont des zones sécurisées, mais pour le moment, au niveau communication, il y a une très forte lumière là-dessus, ce qui donne donc une impression d'accalmie parce que ce sont des zones contrôlées. Mais il y a beaucoup de zones, comparativement aux années précédentes, il faut dire qu'il y a effectivement un essoufflement des forces séparatistes. Vos amis. Avec le temps. Vos amis. Non, pas du tout, mais un essoufflement des forces séparatistes qui évidemment sur la longueur ne pouvaient pas tenir. Ah, tiens donc. Mais d'un autre côté, il y a aussi, et c'est ça le danger, c'est que autant les forces entre guillemets, régulière, séparatiste, si on peut dire régulière, parce qu'il n'y a pas de régularité dans une rébellion. Mais admettons qu'il y en ait qui se réclament de la rébellion, autant elles diminuent, autant les bandits et des gens qui n'ont plus rien à voir avec la politique prennent le dessus. Et ça, c'est une conséquence mécanique connue dans toutes les situations de rébellion en Afrique et ailleurs dans le monde. Lorsqu'on ne résout pas politiquement une situation, on expose la population à l'émergence de ces forces-là. Et ça, c'est mécanique dans tous les conflits en Afrique, que ce soit au Congo, en Centrafrique, dans le Tchad, partout, chaque fois qu'on refuse politiquement de gérer un problème, on donne la place à ce genre de force qui, évidemment, ne se gêne pas de martyriser la population. Alors, juste votre réponse pour préciser, pour aller dans le sens en fait, de ce que dit Moïse Esso, effectivement, il y a une économie de guerre qui s'est mise en place dans ces régions-là. Je ne peux pas parler de cette économie de guerre parce que je ne sais pas comment est-ce que vous percevez ces manifestations ou ces effets. Donc voilà, beaucoup de gens en parlent comme Moïse Esso ici. Je remarque que lui-même fait une analyse circonstancielle des séparatistes. Et donc je me demande d'où il tire ces Mais il y a des enlèvements. Donc, il y a des enlèvements. Il doit les connaître en fait pour savoir qui sont essoufflés, etc. Parce que nous, de notre côté, nous on ne sait pas dans quel état ils sont. Mais lui, il sait dans quel état ils sont essoufflés apparemment. Donc voilà. Donc en réalité, je vous le disais tantôt. Bon. Sur le terrain, je vous ai parlé de l'école qui a repris. Donc ça, c'est quelque chose de positif. Ce week-end, il y a eu lieu les élections régionales. L'ensemble des conseillers municipaux issus de ces deux régions sont allés voter. Ils sont allés voter, sans entrave. Donc vous voyez que voilà un deuxième élément positif qui arrive. Je ne vais pas parler du plan de reconstruction qui a été voté. À peu près 112 milliards qui ont été mis à la disposition de M. Tasson aujourd'hui, qui se déplace sur le terrain et qui est en train d'établir effectivement un chronogramme pour la reconstruction des régions ou alors des établissements sinistrés. Donc, en fin de compte, ce qu'il faut comprendre dans cette histoire, c'est que le grand dialogue national a eu lieu. Ce grand dialogue national a permis de dégager un certain nombre de pistes et un certain nombre de désirata ont été mises en place. Le président Biya, dans son allocution, avait dit que de toute façon, l'ensemble de ces sujets vont être repris et effectivement, avec les moyens du pays, avec les moyens dont dispose du pays, on va pouvoir mettre en place un certain nombre de choses. Ce n'est pas un bilan, là, il est en train de faire une campagne électorale. Les élections sont passées. Je ne fais pas de bilan, de campagne électorale. Là. Je parle de l'actualité. Le grand dialogue national, c'est quelque chose d'effectif. Mais je pense que vous, personnellement, vous n'y étiez pas. Je ne sais pas si l'UPC a souhaité participer. Mais je pense que le grand dialogue, ce que vous avez appelé grand dialogue national, le grand dialogue, a été organisé. C'est-à-dire, voilà. comme l'avait d'ailleurs très maladroitement reconnu M. Macron lorsqu'il a été interpellé par un activiste camerounais, ce grand dialogue qui allait de pair avec la libération de M. Kamto ont été organisés pour permettre à M. Biya de venir ici et de se faire serrer les mains. Ça, ce sont des choses simples et claires. Maintenant, mais laissez-moi terminer. Là, j'avais la parole. Non, vous êtes... Écoutez, la passion... Laissez-les rebondir, Oui, je pense que votre passion, vous l'avez douce, mais elle est toujours aussi passion. Donc, lorsque on constate que ce dialogue n'a rien produit, en réalité,
Et d'ailleurs, on reviendra au régional, je l'espère, 24 ans après la promulgation de la Constitution de 1996, on a enfin, et parce qu'il y a eu la crise du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, il faut quand même reconnaître que celui qui dirait ici que la crise du Nord-Ouest et du Sud-Ouest n'a été en rien un incitant à ce que ces élections aient enfin lieu, je trouve que celui qui le dit, qu'il le dise et que les Camerounais l'écoutent, quoi. S'il y a un peu de fierté, il y a des choses... Les élections régionales sont aussi là pour accélérer la décentralisation. Non, parce qu'en fait, justement, 24 ans après, 24 ans, c'est une génération. Hein. C'est une génération, c'est-à-dire qu'on est, et puis 24 ans après, on a son fils. Hein. Donc c'est une génération. Donc une génération plus tard, M. Biya, ça fait 3 générations qu'il y est, mais une génération plus tard, on fait enfin ces élections, mais dans le Cameroun francophone, parce qu'il dit qu'il y a eu des élections dans le nord-ouest et le sud-ouest, tout comme on a parlé des municipales et des législatives. Bien sûr. Tous les observateurs nationaux et internationaux, donc sont tous des menteurs, peut-être à part le RDPC, constatent qu'il n'y a pas moyen d'organiser même les services administratifs sur l'étendue du territoire du nord-ouest et du sud-ouest. C'est une réalité pour certaines personnes parce qu'il y a eu même des préfectures et des sous-préfectures qui ont été brûlées. Ce qui veut dire qu'au moment où nous parlons, il y a des dizaines de milliers, des centaines de milliers de Camerounais qui ne peuvent plus avoir accès à leurs documents administratifs. Très bien, on va laisser. Et lui, il est en train de donner l'impression que ça s'est passé comme à Douala, à Yaoundé. Soyons un peu... On va le laisser répondre. Allez-y. Le mensonge a quand même des limites. Non, mais écoutez, monsieur Esso, je ne peux pas laisser dire ça. Je pense que les démembrements de l'administration sont sur le terrain. Les 2 gouverneurs des régions sont là. Ils sont... Monsieur Adolphe Lélé dans le nord-ouest est là. Et il contrôle tout le territoire. Écoutez, récemment même, il contrôle tout le territoire. Si vous ne me permettez pas de répondre, on ne va pas s'entendre. Non, allez-y. Donc du coup, monsieur Adolphe Lélé, l'Afrique est bien présent. Il est à Bamenda, à l'heure où nous sommes en train de parler. Il n'y a pas très longtemps, il y a eu une opération Bamenda Clean, je crois que ça ne vous a pas échappé. Aujourd'hui, les gens voient que vraiment librement à leurs activités, on pouvait aller à Bamenda aujourd'hui et à n'importe quelle heure. Il n'y a pas de couvre-feu, il n'y a aucun couvre-feu dans le nord-ouest ou le sud-ouest. Hein. Donc, alors, mais oui, en général... il n'y a pas de couvre-feu dans le nord-ouest ou le sud-ouest. Où est-ce que vous avez vu qu'il y avait un couvre-feu? En fait, vous êtes dans la logique de quand Bamenda vit, le nord-ouest vit. Non, quand Bamenda respire, le nord-ouest vit. En fait, vous êtes dans cette logique systématique. Donc le nord-ouest, c'est Bamenda pour vous. Moi, je parle des faits. Je vous signale que la superficie du nord-ouest, oui, c'est le chef-lieu. Comme Yaoundé est la capitale. Mais la logique... Donc en réalité, pour vous, c'est rien quoi, Bamenda quoi. J'estime que le peuple camerounais, c'est toutes les régions. C'est une estimation. C'est pas une estimation. Je dis que c'est moi. Notre point de vue, c'est que le peuple camerounais, c'est tous les habitants du Cameroun, ceux qui vivent en ville et ceux qui vivent dans les zones rurales. Monsieur Esso, et vous nous expliquez ici que le RDPC ne s'occupe que des gens qui vivent dans les villes. Écoutez, monsieur Esso, j'apprends quelque chose. Merci, je vous invite à ouvrir les yeux. C'est-à-dire que les démembrements de l'État sont sur le terrain et ils sont opérationnels, que ce soit dans le nord-ouest ou le sud-ouest. D'accord? Et dans votre camp, effectivement, depuis, s'il vous plaît, dans votre camp, beaucoup de vos contempteurs, ou je ne sais pas comment on va les appeler, ont toujours insisté sur le fait qu'il y a une guerre dans le Nozo. Je tiens à vous rappeler qu'il n'y a jamais eu de guerre dans le Nozo. Tout au moins, ce qui a été mis en place par le gouvernement, c'est, comment ça s'appelle, un maintien de force, un maintien de l'ordre renforcé. D'accord? Et ce maintien de l'ordre renforcé, on a mis en position des policiers, des gendarmes et quelques forces, on va dire les forces de catégorie 1, 2 et 3, tout simplement. Mais il n'y a pas eu comment ça s'appelle, de camps, de factions une contre les autres. Ça n'a jamais existé, ça, dans le nord-ouest et le sud-ouest. Donc, ce qui est en place là-bas, c'est donc une opération de maintien de l'ordre renforcé. Les bandits de grand chemin auxquels vous faisiez allusion là tout à l'heure, effectivement, sont recherchés, ils sont pourchassés et ils sont attrapés. Donc, voilà, c'est ça la réalité des choses. Donc, maintenant, il faut bien dire aussi une chose, c'est que dans sa magnité, le président avait déjà vu un certain nombre d'éléments, comprenez? C'est-à-dire que vous avez demandé une certaine forme d'amnistie. C'est quelque chose qui est opérationnel aujourd'hui, avec les outils de démobilisation aujourd'hui. Tous ceux qui se sont fourvoyés un temps ont la possibilité aujourd'hui de déposer les armes et se retrouver dans les camps de démobilisation sans poursuite. C'est ça qu'on appelle la main tendue. Et donc, pour résumer, concernant le Nozo, il y a une politique de main tendue qui est là, qui est de dire qu'on a nos compatriotes, pour certains, qui se sont égarés en prenant les armes contre la République, mais il y a quand même une possibilité de revenir en arrière à travers les DDR. Pour ceux qui
qui ne prennent pas en compte cette main tendue, ils seront pourchassés pour la plupart. Bon. Et voilà ce qui est mis en place dans ces deux régions, tout simplement. Madame Mourou, sur la crise du Nozo, je pense que la solution proposée par le régime que soutient, auquel appartient Paul-Éric Emery, est une mauvaise solution parce qu'elle démontre depuis bientôt 5 ans qu'elle n'a apporté réellement, par rapport à tout ce qu'on a investi, il n'y a aucun résultat tangible. La première, permettez, cette fois-ci, je vous ai laissé, soyez un peu moins passionné. Tout à l'heure, il a parlé des forces dites de l'ordre de maintien renforcé. Le BIR ne fait pas partie. On ne déplace pas le BIR, comme il a cité, premier des policiers, un peu comme si on a juste ajouté quelques policiers. Le BIR est une unité d'élite de l'armée camerounaise, sauf s'il ne le sait pas. Et ce n'est pas une unité qu'on déplace pour des forces, pour des maintiens de l'ordre renforcé. C'est une unité qui est utilisée en général, comme dans le Nord, où elle fait face, avec succès d'ailleurs, à Boko Haram. Elle est déplacée aussi dans le Nord-Ouest. Donc, on ne peut pas... permettez, monsieur Emery. Je sais que c'est difficile à entendre. Je vous rappelle juste les coupeurs de route aussi. Entre autres, tout ça. Mais c'est juste pour dire que ce n'est pas comme il a présenté une simple... On a juste ajouté quelques policiers là pour faire un peu d'ordre. La situation dans le Nozo est une situation de guerre. Elle est reconnue mondialement et internationalement et qualifiée comme telle. Maintenant, ça ne plaît pas au RDPC, c'est autre chose. Maintenant, les solutions. Pour nous, la solution à la crise dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest, ce ne sont pas des saupoudrettes qui servent au plateau de communication, aux médias, pour venir sur les plateaux aligner des phrases sans queue ni tête, excusez-moi. C'est de réellement s'asseoir autour d'une table avec ceux qui ont transformé le problème politique en problème armé et de trouver une solution pour que d'abord les armes... Mais il y a eu des tentatives, il y a eu plusieurs tentatives. Non, avec qui? Les gens qui sont, entre guillemets, censés être légitimes, ceux qu'on a arrêtés comme tels, comme Ayoub Tabé, pour ne pas le nommer, eh bien, on ne l'a pas arrêté parce qu'il n'était rien dans la crise, justement. Or, on est en train de faire semblant de vouloir régler cette crise sans les principaux protagonistes de l'autre côté. La preuve, c'est que le régime camerounais ne peut nous présenter personne de crédible, ni dans le camp soi-disant anglophones, ni reconnus par d'autres instances, avec qui il dit, je me suis assis avec eux pour leur dire, écoutez, les enfants, vous êtes trompés, déposez les armes, venez, on parle. Il n'y a pas, il n'y a aucune personnalité. Même au grand dialogue national, on a présenté des gens dont d'ailleurs il paraîtrait qu'une était un membre des forces de l'ordre déguisé qui s'était d'abord fait passer pour une anglophone qui avait changé de camp. Donc, un peu comme ils ont fait avec les gens de Transparency International. Donc, fabriquer des comédiens. Alors, moi, je pense que la solution pour la crise dans le Nozo, c'est un véritable... Et il faut transformer le fameux G en V. Au lieu du grand dialogue national où personne n'est allé, il faut un véritable dialogue national. Il faut un VDN. Parce que tout le reste, c'est de la poudre et ça ne donnera rien. Pendant ce temps, des enfants meurent. Et ce véritable dialogue national doit se faire avec toutes les forces politiques du Cameroun parce que c'est une question nationale. Et donc, si le régime camerounais, qui n'est pas habitué à discuter avec l'opposition ou avec ceux qui sont contre lui, a tendance à frapper au lieu de discuter, il faut se rendre à l'évidence que frapper ne suffit pas et ne donne pas de résultat. Très bien. Vous répondez juste et ensuite... D'un mot, M. Esso demande à tout un pays, à un gouvernement, d'aller s'asseoir à une table pour discuter de la sécession. C'est de ça dont vous parlez? Non. C'est de ça dont vous parlez. Le grand dialogue national, c'était la sécession. Je vous ai écouté attentivement depuis au moins 10 minutes. Là. Monsieur, vous ne pouvez pas il y a déjà eu un grand dialoge, s'il vous plaît. Non, vous ne pouvez pas faire... Vous avez parlé là, je vous ai On va le laisser. Laissez-le vous répondre. S'il travestit les propos, laissez-le vous répondre. Je ne vous ai pas coupé. Donc, la solution... Personne n'a parlé de sécession. Non, mais M. Moïse Esso, avec ses amis qu'on connaît très bien, eux ont une solution. Une baguette magique. C'est-à-dire qu'il faut aller s'asseoir autour d'une table avec des sécessionnistes pour discuter de la sécession. Non. Mais je vous dis non, moi. C'est moi qui vous dis non. Ah, parce que là, le Cameroun est un État unitaire décentralisé. Tant que vous-même, vous ne l'avez pas compris, eh ben, vous me faites penser à Tiroma, là. Donc, écoutez, les réalités sont là. Et je pense que vous ne les voyez pas. Vous ne les voyez pas. Qui plus est, vous dites qu'il il faut convoquer un grand dialogue national. Un véritable dialogue national. Et dans véritable. Écoutez, dans le premier aspect, vous nous demandez de rappeler des bandits, des criminels qui ont entraîné cette situation, c'est-à-dire Ayoub Tabé, qui a déjà été condamné, je le rappelle, qui a été condamné
Pour vous, non. En fait, la justice camerounaise ne travaille pas bien. Ils ont eu tort de condamner Ayoub Tabé. En fait, on l'a condamné pour rien, quoi. Alors, messieurs, si vous voulez bien, je propose que l'on avance. Oui. On va donc poursuivre sur la question des fameuses élections régionales qui ont effectivement un peu occupé toute l'actualité, oui, un peu partout. Et puis, on a demandé à notre journaliste Rachel de comprendre pourquoi est-ce que ces élections font autant parler d'elles. Je vous propose de l'écouter. Bonjour Karine. Bonjour Rachel. Alors, pourquoi est-ce que cette élection a tant fait parler d'elle? Alors, pour comprendre tout l'engouement qu'il y a eu autour de ces élections régionales au Cameroun le 6 décembre, je vous propose tout d'abord de revenir sur le rôle d'un conseil régional. Donc, il faut savoir, pour rappel, que le conseil régional est une instance dédiée au développement des collectivités territoriales. Plusieurs conseillers régionaux sont élus lors des élections. Ils sont élus au suffrage universel direct pour une durée de 5 ans au Cameroun. Tous ces élus, donc, par la suite, sont garants, comme je viens de l'expliquer, du développement de la région pour lesquels ils sont élus. Ils disposent d'un budget et exercent leurs compétences dans différents domaines tels que l'éducation, le sport, la culture, les transports, l'environnement ou encore le développement économique et l'aide aux entreprises. Alors, en ce qui concerne les élections du 6 décembre, elles ont été qualifiées d'historiques. Il faut savoir que ce sont les premières élections régionales organisées dans le pays. Pourtant, elles sont prévues depuis la Constitution de 1996 au Cameroun. Ces élections ont été boycottées par l'opposition qui présumait d'emblée la victoire du parti au pouvoir, le RDPC. L'opposition estime également que ces élections ne changeront rien, tant sur le plan politique qu'au niveau du conflit dans les régions anglophones du pays. Donc finalement, le parti au pouvoir remporte ce scrutin, tel que ce fut notamment le cas lors des élections municipales en février dernier. Et une question que l'on peut se poser aujourd'hui, ce serait: le Cameroun finalement connaîtra-t-il une alternance politique, voire une cohabitation politique? Merci beaucoup Rachel. Juste une rectification, il me semble que c'est le suffrage indirect. Indirect, et pas direct, oui, okay. Tout à fait. Oui. Qui vont absolument, et les chefs traditionnels qui seront dans les urnes. Okay. Merci beaucoup Rachel. Merci Karine. Alors messieurs, vous venez d'entendre la chronique effectivement de Rachel. Je vais commencer par Moïse Esso pour répondre, peut-être pour rebondir là-dessus. D'abord, bon, votre chroniqueuse a parlé d'historique, d'élections historiques. Oui, si on estime que lorsqu'une chose se passe pour la première fois, ça entre dans l'histoire, oui, mais sinon c'est un non-événement. Boycotté par l'opposition, non. Parce que, comme vous l'avez rectifié, il s'agit d'un scrutin indirect. Et donc, tous ceux de l'opposition qui se sont présentés et qui ont été élus conseillers municipaux ont tous participé. Donc, il n'y a pas eu de boycottage par l'opposition légale et l'opposition parlementaire, puisque ce sont les mandataires. Par contre, la question importante qu'elle a posée, c'est: le Cameroun connaîtra-t-il une alternance politique? Et je pense que c'est ça qui est le plus important, au-delà de tout ça, parce qu'on voit très bien qu'une génération après l'adoption de la Constitution, on a enfin organisé ces régionales. Ce qui est important pour nous, c'est le cap du changement, l'alternance dont elle a parlé. Et je vais juste dire un mot là-dessus, c'est que le côté positif de 2020, c'est que les populations, petit à petit, s'accaparent de cette question politique. Aujourd'hui, si je suis en noir, et je tenais à le dire, c'est parce que tous les vendredis à Stand Up for Cameroun, nous sommes en noir. Et nous sommes en noir pour des raisons différentes. Aujourd'hui, je suis en noir pour le respect des droits humains au Cameroun. Nous avons 4 jeunes qui ont été emprisonnés le 18 septembre. Et permettez que je lise leurs noms, ils ne sont que 4. Et c'est important. Le rapport avec l'alternance déjà Oui, c'est-à-dire que les populations vont amener cette alternance. Et il est important que des jeunes comme ceux-là continuent de lutter, bien qu'on les arrête. Il y a également une chose importante, c'est qu'à cause de la Covid-19, l'activité politique a été quand même réduite cette année. Vous aviez dit tout à l'heure qu'on parlerait des marches et de mobilisation, mais on a manqué de temps pour en parler. Mais je pense que toutes les élections étant passées, en tout cas, toutes les mascarades étant passées, puisque Stand Up n'y a participé à aucune depuis 2018 jusqu'à 2020, maintenant, enfin, on va pouvoir faire la vraie politique et parler vraiment des choses du pays. Et je pense que le 6 novembre 2022, pour le 40e anniversaire de l'accession de M. Biya au pouvoir, ça c'est un objectif que les populations et les forces politiques qui veulent le changement
peuvent se donner. Toute l'année 2021 et 2022, il ne faut pas que nous fêtions le 40e anniversaire du règne désastreux de M. Paul Biya. Ça, enfin, l'opposition, les populations doivent déterminer leur propre calendrier. Il faut que la guerre dans le Nozo s'arrête et que la transition politique soit mise en place. C'est-à-dire quoi la transition politique? Que premièrement, ce régime soit mis de côté, comme cela a été le cas dans d'autres pays, et qu'enfin, on refonde la Constitution, on refonde les institutions du Cameroun pour pouvoir enfin organiser des élections véritablement libres et démocratiques qui permettront au peuple camerounais, libre et pas contraint par des voies économiques, par la pauvreté, la pression et la répression, de faire le choix, soit de voter le RDPC, soit de tourner le dos à la politique. Nous avons besoin d'une transition politique. Et je pense que pour nous, c'est ça l'objectif. J'ai sorti cette date du 6 novembre 2022, mais ce n'est pas une date que nous avons concertée. C'est une date que je balance comme ça, c'est vrai, mais je pense que nous pouvons se donner comme objectif non au 40e anniversaire de la cession au pouvoir de M. Paul Biya. Alors, une réaction sur ce qu'il vient de dire et sur la question de Rachel. Y aura-t-il une alternance? Le changement est permanent, d'accord? Le Cameroun n'est pas un îlot statique posé quelque part. Les forces de progrès et de transformation sont en route au Cameroun depuis bien longtemps. Mais nonobstant cette histoire, il y a des gens qui rêvent du grand soir, comme en 1917 avec la révolution bolchevique. Mais je dis à nos concitoyens qui sont dans ce rêve que c'est une utopie. Ça fait longtemps qu'on est passé par là. Il est vraiment temps de regarder devant. Nous avons un seul problème dans notre pays qui est de parfaire le développement de ce pays-là. Nous n'avons pas des problèmes idéologiques tels que le soulevait notre Moïse Esso ici, à savoir que le changement dont il parle n'est pas quelque chose d'obligatoire. Nous sommes dans une démocratie. La démocratie, c'est le libre choix. C'est le libre choix. Donc, les Camerounais peuvent très bien choisir de maintenir le RDPC. Et ils nous font confiance maintenant depuis tellement d'années qu'aujourd'hui même, nous sommes obligés de retrouver encore des nouveaux trésors en termes d'avancées pour continuer à satisfaire comment s'appelle l'ensemble de nos concitoyens. Parce que malheureusement, ce travail-là, nous le faisons seuls. Parce que l'opposition qu'on a au Cameroun n'apporte aucune idéologie, n'apporte aucune transformation, rien du tout. C'est-à-dire que nous avons affaire à un problème de développement. Dans l'opposition, ils ont juste, comme vient de le dire Moïse, un seul cap, c'est « Ah oui, il faut pas qu'on arrive au 40e anniversaire ». Voilà, je pense que les Camerounais vont apprécier, hein. Ils apprécieront. Hein. Donc, pour en finir quand même, c'est que notre démocratie est une jeune démocratie. Et dans la Constitution de 1996, il faut le rappeler, parce que c'est du français, hein, c'est écrit en français et en anglais aussi. C'est-à-dire que le président Biya, à l'époque, avait dit que l'ensemble des institutions allaient se mettre en place progressivement. Le mot « progressivement » retrouve vraiment son sens ici. Quand j'entends Moïse Esso dire que oui, c'était prévu en 1996, ce n'est que 24 ans après qu'on le met en place. Mais je pense que le mot « progressivement » prend vraiment tout son sens. Vous avez le progrès lent. S'il vous plaît, vous avez le progrès très lent. Je ne vous ai pas coupé jusqu'à maintenant. Je vous ai pas coupé. Non. Donc permettez-moi de oui, le progrès finir. très lent. Parce que c'est que... Alors, c'est très important, votre chroniqueuse a mis la main vraiment dans le vif du sujet, à savoir que là, c'est une des dernières grandes institutions que souhaitait l'ensemble des concitoyens camerounais, à savoir, comment ça s'appelle, les conseils régionaux, rapprocher les centres de décision au niveau local. Donc, c'était une demande et c'est fait aujourd'hui. Et je pense que dans les prochaines années, les Camerounais, bon, évidemment, hein, chaque fois qu'on met en place un nouvel outil, il y a le phénomène d'apprentissage, le phénomène de formation. Je pense que les conseils régionaux donneront leur pleine mesure au fur et à mesure. Hein. Progressivement aussi, hein, je pense. Hein, c'est progressivement. Donc, il ne faut pas attendre. Donc, M. Paul Emery, vous n'allez pas voir ce que ça va donner. Attendez, s'il vous plaît, s'il vous plaît. À l'heure actuelle, en termes de ressources, 15% du budget national a été décidé. On a décidé d'octroyer 15% du budget national à l'ensemble de ces nouvelles collectivités régionales. Et quand vous regardez le budget du Cameroun aujourd'hui, qui est de combien? Parce que le budget vient d'être voté là. C'est juste pour voir si on n'est pas à l'école. Hein. On n'est pas à l'école. Non, vous voyez, donc vous ne suivez même pas. Donc, non, j'ai dit on n'est pas à l'école. 4 800 milliards. Et si vous faites 15% de ces 4 800 milliards, c'est à peu près 782 milliards qui seront mis à la disposition de l'ensemble de ces nouvelles
collectivités territoriales. Et je pense que c'est un progrès et tous les Camerounais peuvent s'en féliciter. Je pense qu'on est en fin d'émission, c'est ça? Oui, alors, juste il est vraiment professeur une dernière chose avant justement qu'on conclue cette émission. Un petit mot peut-être sur les marches et les mobilisations, compte tenu du contexte, rapidement, vraiment rapidement. Les marches et les mobilisations, évidemment, ont mené, pour ce qui concerne le jeune Moussa Bello, Étienne Tama, Mira Angoum, Télé Membou et Nana Collins, qui sont des jeunes de Stand Up for Cameroun, qui sont juste sortis pour exprimer. Il y a un seul qui est sorti le 22, Nana Collins, mais les autres c'était le 18 septembre, bien avant les fameuses marches qui ont fait peur au régime, et qui ont amené à des vagues d'arrestations. Eh bien, c'était des activités de mobilisation pour que les jeunes, et ils sont nombreux qui commencent à le faire, reprennent en main leur propre destin et ne le laissent pas à une catégorie, à une gérontocratie, parce qu'il faut quand même le dire comme elle est. La majorité, plus de 60% de la population camerounaise a moins de 25 ans. Les 4 grandes personnalités de l'État, le président de la République, le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale, ont tous au-dessus de 80 ans. Mais c'est des Ils sont là en train de démontrer l'inadéquation. Est-ce que là est un facteur d'expertise? On ne parle pas d'expertise ici. C'est encore Nous parlons ici, permettez, nous parlons ici de la mobilisation des jeunes pour leur destin. On ne peut pas penser que dans un pays, les meilleurs et les seuls et ceux qui ne sont que capables ne peuvent se retrouver que à cet âge-là. M. Paul-Éric Emery, moi j'aurais aimé que M. Paul-Éric Emery devienne président de la République s'il il compétit au sein du RDPC pour représenter cette nouvelle génération. Vous en avez. Et donc, à partir de ce moment, quand vous faites exprès, alors que ici, et je vais terminer là-dessus, on est ici en Europe, nous voyons comment fonctionnent les systèmes. Et ce renouvellement permanent du système ne signifie pas que ceux qui sont partis sont incapables, puisqu'ils ont parfois montré qu'ils étaient bons. Mais la nature humaine, les sociétés humaines ne progressent que lorsqu'elles se renouvellent. Or, lorsqu'on a là une sclérose depuis 38 ans, on a la même personne qui parfois ne sort même pas, mais c'est inconcevable. La Covid a frappé l'Afrique. Vous avez dit des mots. Oui, la Covid, on n'a pas parlé de la Covid. La Covid a frappé le Cameroun. Tous les chefs d'État dans le monde, je dirais entre guillemets même, ce n'est pas péjoratif, mais c'est pour montrer un peu le degré de difficulté, même le président gabonais, dont on sait qu'il a quelques difficultés, a tout fait pour, au moins par la communication, montrer qu'il était proche de sa population. Il y a un seul qui est resté chez lui, tranquille, il n'a rien fait. Alors, un mot. C'est mobilisation Covid-19. Oui, c'est pas normal. Sur ces mobilisations-là, il faut rappeler les faits. En effet, le 22 septembre, c'était soi-disant une marche pacifique qui n'en était rien. En fait, ils avaient décidé, ce 22 septembre, d'aller jusqu'au palais présidentiel et bouter dehors le président Biya. C'est de ça dont il est question. Aujourd'hui, M. Esso fait semblant de se plaindre. Il sait très bien pourquoi l'ensemble de ses collègues de son association ont été arrêtés. C'était dans le cadre de ce désordre qu'ils avaient tenté d'organiser. D'accord? Bien. Pour finir quand même sur une note positive, je vous disais tantôt que les forces de transformation et de progrès sont en marche dans notre pays. Et si vous regardez comment s'appelle juste un indicateur, l'IDH, indice de progrès humain, ou de développement humain, vous parliez tout à l'heure des droits... Oui, de développement humain. Le Cameroun, ce n'est pas le progrès. Non, s'il vous plaît, le Cameroun a gagné au bas mot 12 places dans ce classement-là. Je pense que ça a messieurs, félicité. Rapidement. Un mot peut-être, c'est la fin de l'année. Qu'est-ce que vous souhaitez comme vœu pour 2021 Pour 2021, je souhaite que les populations camerounaises soient de plus en plus mobilisées. Je les appelle en toutes à rejoindre par exemple le vendredi en noir, à s'habiller en noir pour montrer pacifiquement, et j'espère qu'on ne va pas commencer à arrêter les gens qui seront en noir le vendredi dans la ville, montrer qu'ils veulent du changement et les Camerounais le veulent. Un mot, oui, qu'est-ce qu'on peut souhaiter? I just want to wish all the people an happy New Year's. And j'en profite aussi pour le dire en français. Je souhaite vraiment de très bonnes fêtes de fin d'année à l'ensemble de nos concitoyens dans l'allégresse s'il faut. Malgré la situation sanitaire, il y a le Covid qui est de retour. Respectez les distanciations qu'on vous a données et je pense que tout ira pour le mieux. Merci. Merci beaucoup, messieurs. Merci beaucoup à toutes les personnes qui m'ont aidé à préparer cette émission. Merci à Rachel Soumbou. Merci à vous, chers téléspectateurs. Je vous souhaite une très très belle année 2021. Rendez-vous sur la même chaîne à la même heure.